Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 36e épisode de Kiss My Ace, le podcast de Jeux Blanc. Jeux Blanc Média Tennis que vous pouvez retrouver sur son site internet et bien sûr sur ses réseaux, que ce soit à Twitter, Instagram, même Blue Sky maintenant, où on va commencer à poster quelques petits trucs à partir de l'Open d'Australie. Premier grand chelem de la saison, duquel on va donner tous nos pronos maintenant, bien sûr sur le tableau homme, sur le tableau femme. On donnera tous nos pronos et qui on voit gagner ce premier grand chelem de la saison. Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce que ça sera les mêmes que l'année dernière? Est-ce que ça sera d'autres joueurs ou joueuses, mais aussi assez haut dans les classements des favoris. On va voir ça dans quelques minutes. Bien sûr, pour parler de pronos, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Alice. Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va bien. Je suis assez contente de reprendre la saison des Grands Chelems. Là, on va se régaler, je pense, même si voilà, il y a quelques incertitudes avec pas mal de blessures, voilà, de petites histoires sur le côté. Mais bon, quand même, j'ai hâte de retrouver les nuits sans sommeil de Melbourne pour ceux qui sont postés en Europe. Ouais, bien sûr, parce que bah, pour nous en France, l'Open d'Australie, c'est vraiment le tournoi le plus compliqué à suivre avec autant de décalage horaire, parce que même avec l'US Open, on n'a pas autant, par exemple, on n'a que 6 heures de décalage avec New York, mais c'est vrai que Melbourne, c'est vraiment à l'autre bout de la planète. Et ça peut être un peu dur pour notre sommeil, surtout pour ceux et celles qui commencent à travailler tôt en journée. Mais bon, on a l'habitude, c'est comme ça chaque année, Voilà. chaque saison. Et bon, on va Et bien, quand on aime, on ne dort pas, c'est c'est tout. ça. Voilà, on Et le puis, sait. c'est que 2 semaines dans la saison, et puis après, en février, c'est un mois, entre guillemets, de repos, parce qu'il n'y a pas de Grand Chelem, pas de Master 1000, même si là, avec la nouvelle réforme, il y a plusieurs tournois à 250 qui se passaient en 500. Et par exemple, bon, début février, il y a le 500 de Rotterdam, je sais pas si vous avez vu la liste, mais qui est quasiment une liste de Master 1000 avec Sinner, il me semble qu'il y a Sinner, Alcaraz, Djokovic. Je vais retrouver ça très vite avant de passer Tout à sur. fait, non, ouais, Mais il y il y a a, il y a, Alcaraz et Sinner qui euh, viennent, c'est vrai que c'est pas mal, il y a pas ça va nous Djoko, faire mais envie. il y a Sinner, Alcaraz, Medvedev, Dominor, Rublev, Dimitrov, Rune, Draper, Hurkacz, Fils. Joe, Petchi, Péricard, Félix, enfin, et encore plein d'autres. Enfin, quand on voit que le premier alternate, c'est Jakub Mensik qui est 49e mondial, c'est-à-dire que le mec est top 50, il est même pas dans le tableau directement pour un 500, ça annonce la couleur. Mais bon, ça sera pour le mois prochain. En attendant, on reste en Australie, à Melbourne, et puis sans plus tarder, on va passer au pronostic du tableau messieurs pour commencer. On fera les filles après. Donc, nous, on va donner nos pronostics à partir des quarts de finale en expliquant un peu tout le parcours que nos joueurs auront fait très brièvement. Et puis, si il y a des moments sur des huitièmes ou sur des tours précédents, on a quelques petites surprises, on vous les donnera également. Mais on va faire quart par quart. Euh, En commençant avec les hommes. Alice, je te laisse la main. On va commencer du coup avec la partie haute de ce tableau de l'Open d'Australie, où on retrouve le champion en titre Yannick Sinner, accompagné en autres gros noms de joueurs comme Hurkacz, Griffour, Berrettini, Rune, Tsitsipas, Kachanov, ou encore Dominor. Qui as-tu dans ce premier quart de tableau? Alors, dans ce premier quart de tableau, alors j'avoue que j'allais dire que j'étais restée assez classique dans mes choix, mais j'ai quand même coupé quelques têtes un petit peu précipitamment. La première tête que j'ai coupée un peu brutalement, j'avoue, c'est celle d'Hubert Hurkacz que je n'ai pas mis en huitième. Donc bon, voilà, c'était dans les petites surprises que je voulais Ouais. mentionner quand Bah, même. c'est Je trouve sûr qu'un premier tour contre Griffiths, c'est quand même mal, c'est mal vraiment pas un payé. cadeau. C'est pas un cadeau Alors, du tout, bien sûr. on peut.
On peut espérer que, enfin pour Urkash, que Grisport ait pris un petit coup de chaud, voilà, alors que Urkash, lui, aurait eu la United Cup pour se mettre un petit peu en jambe, mais je lui ai quand même coupé la tête un petit peu tôt, parce que derrière, voilà, dans sa partie de tableau, il avait Rune, Nori, je me suis dit qu'il allait pas Berrettini. jusqu'en quart certainement, Berrettini aussi. Ah, Berrettini aussi, je lui ai un petit peu coupé la tête un petit peu rapidement. Mais bon, mais, peut-être qu'on sera en désaccord, voilà. Mais pour mon premier quart de finale, je suis restée assez classique et j'ai mis Sinner de Minor. Ok, très bien. Alors, de mon côté, bien sûr, je te suis avec Sinner qui, lui, pour le coup, a une première semaine relativement simple. On va dire que bon, le premier tour contre Jarry peut-être poser des problèmes, mais il y aura peut-être un set, mais bon, je vois pas Oui, galérer contre Jarry. Le deuxième tour je, contre Daniel ou Kate, là, pour moi, c'est 3-7 secs. Enfin, peu importe ce qui passe, il va l'éclater. Et puis après, troisième tour, à la limite, un huitième contre un Rune ou un Berrettini-Schaller peut être un petit peu dur, mais bon, vu le niveau que Sinner a affiché la saison dernière et même en fin de 2023, je pense que ça sera quand même trop court pour Berrettini et Rune, sachant que eux auront eu des matchs vraiment plus durs, bah, l'un face à l'autre, peut-être au deuxième tour, et contre peut-être Grispur ou Orkac. Et dans l'autre partie, enfin dans la partie basse du premier quart, j'ai longuement hésité entre Dominor et Kachanov parce que Kachanov, on l'oublie souvent, il fait jamais trop de bruit, mais en Grand Chelem, actuellement, sur les 2, 3 dernières années, c'est plutôt une valeur sûre, surtout sur dur. Et donc moi j'ai misé sur un huitième de finale entre Kachanov et Dominor et où Kachanov passerait. Donc moi je suis plus parti sur Kachanov, mais si dans la réalité Dominor passe, je serais pas non plus très surpris. Le mec est quand même chez lui, il a vachement progressé ces dernières années et surtout la saison dernière où il a craqué le top 10. Mais je sais pas, je me dis que la puissance de frappe et l'expérience et vraiment ce côté valeur sûre jusqu'en quart, voire jusqu'en demi s'il a un bon tableau de Kachanov me rassure plus et me fait dire que il ira défier Sinner en quart. Écoute, juste pour revenir rapidement sur ce que tu mentionnais sur Nicolas Jarry, effectivement, je pense pas qu'il passe Sinner, à moins que Sinner soit dans un très mauvais jour et un bug à l'estomac ou quoi ou qu'est-ce. Mais je pense que ça peut être un match assez intéressant en premier tour parce que voilà, si Jarry est en forme, Sinner arrive pas trop près, enfin pas trop près, n'exagérons pas, mais voilà, ça reste quand même celui qui défend son titre, hein, donc il y a toujours un petit peu de nervosité si on reste uniquement sur le côté tennis. Je pense que ça va être un match intéressant à suivre au premier tour. Et puis pour Kachanov, pour revenir là-dessus, bon, moi j'ai vraiment misé sur l'avantage maison de Dominor, ça lui a jamais vraiment trop souri, mais je sais pas, je trouve qu'il a quand même gagné en tennis, bien sûr, mais en maturité aussi là-dessus, sur le côté pression que peut avoir que peut être celui de jouer à la maison. Je l'ai trouvé vraiment pas mal sur certains points en United Cup. Donc je me dis, bon, peut-être il a réussi à dompter un petit peu le monstre. Et c'est pour ça que je lui souhaite d'arriver jusqu'en quart. Mais oui, Kachanov reste redoutable sur les grands chelems. Ok. Donc, on va passer sur la partie d'en dessous, où on retrouve plusieurs gros noms également, notamment Tyler Fritz, Giovanni Mpicci Piakar, qui va jouer également aussi ce premier tour dans un duel franco-français. Nous avons aussi Shelton, Shapovalov, Musetti, et aussi, oui, c'est ça, Rublev, qui est mal tombé contre Fonseca au premier tour. Nous avons du Musetti, du Wawrinka, pourquoi pas du Tiafoe. Et il faut pas que j'aille trop loin. Et jusqu'à Medvedev, bien sûr. Jusqu'à Medvedev dans ce tableau. Enfin, une partie de tableau aussi bien française où on a Moutet, Rinderknecht, Joe, mon fils, comme dit avant. Et le retour de Jason Brooksby. Pour ceux qui s'en rappellent, ancien top 30 il me semble, à son meilleur. Ali, vas-y, je te redonne la main. Qui vois-tu en quart de finale? Alors, en quart de finale, je surfe sur ma vague de l'an dernier déjà, où je vous avais prédit quand même la vague américaine.
je ne Oui. me suis pas trompée tant que ça. Bah Me non, moquer non. de mon Fritz, mais Ouais, bon, quand ouais, même, quand ouais, même. ouais, parce que Il a quand même. tu avais dit Je frites, l'avais annoncé. tu avais dit frites en finale de l'US Open, on t'avait bien rionné aussi c'est parce que tu pensais qu'il allait battre Djoko. Au final, Djoko Oui, avait c'est perdu vrai. avant, mais il a quand même il a quand même fait finale, et c'est un prono très fort, vraiment, un de nos Il a highlights de confirmé l'année ou pas? mondiale. Il a confirmé. Et Ouais, il a bien sûr, bien confirmé hein, sûr. sa fin de saison. Bah, Donc là, bon. actuellement, numéro 4 mondial, c'est fort. Oui, c'est très fort quand on sait la densité qu'il y a à côté, mais bon. Donc forcément, je reste sur cette vague américaine. Et j'ai même poussé le vice en mettant un Fritz Shelton, histoire de me faire bien enguirlander euh, à côté. Oh, attends, pardon. Non, Non, pardon. Ça, c'était non, le quatrième. Enfin, pardon, non. c'était la huitième. Donc, Oui, Fritz Fritz Shelton, Tiafoe, pardon. Moi, voilà. Fritz Tiafoe, ouais, ok. Fritz Tiafoe. Fritz Shelton, c'est mon huitième. Alors, je sais que j'ai de quoi me faire taper sur les doigts. On pourra y revenir hein, si tu n'es pas Ok, d'accord sur mon donc huitième. en fait, donc pour toi, parce que comme dans la partie de Tiafoe, il y a Rublev, mais surtout Medvedev, finaliste en titre. Et Ouais, donc Medvedev, ça sort avant l'écart. ouais. Moi, je dis, ça sort avant l'écart. Bon, bah, parce que il n'a pas été non plus hyper convaincant récemment. Bon, on sait pourquoi hein, maintenant, mais voilà, je pense que Tiafoe en forme peut l'embêter. Après, je serais pas non plus surprise qu'il se retrouve face à Medvedev. Hein, Fritz Medvedev, c'est possible. Mais je préfère rester sur ma vague américaine et puis j'ai envie d'un petit peu, encore un petit quart américain. Ok, et ben c'est noté. De mon côté, j'ai aussi misé sur un Américain, mais aucun des deux que tu as dit. Moi, j'ai misé sur Ben Shelton, qui ira en quart de finale. En battant Fritz, bien sûr, en huitième. Waouh! Je vois plus de balles Explique-moi ça. je vois plus de base prise que, en fait, quand je regarde le parcours, je me dis que le parcours de Shelton pour aller jusqu'en huitième est quand même relativement simple. Hein. À part un Musetti qui pourrait prendre au troisième tour, mais même si on sait que Musetti sur dur, c'est pas une flèche non plus. Je me dis que vraiment Shelton jusqu'en huitième, c'est assez tranquille. Enfin, ça me surprendrait pas qu'il aille en deuxième semaine sans perdre un set, par exemple, avec des matchs assez rapides. Euh, il a déjà fait un très bon parcours à l'Open d'Australie il y a 2 ans, il me semble, où il fait un quart de finale pour son premier tournoi hors des États-Unis, après sa grosse saison en Challenger. Donc voilà, je vois plus là, alors que Fritz, alors, je pense qu'il va gérer Brooksby au premier tour, parce que Brooksby, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué, revenir sans format Grand Chelem direct, je pense que c'est un peu dur. Mais je pense surtout que Fritz va galérer au troisième tour contre notre Français Mpetshi Perricard, parce que bah, on l'a vu que contre Joe, ça peut être des matchs longs, parce que tous les sets vont au tie-break ou presque. Et puis Fritz en prendra certainement. Donc je pense que va battre Joe au troisième tour, mais peut-être en 4 voire en 5-7 plutôt. Et donc peut-être venir un peu plus crevé qu'un Shelton en huitième, et Shelton en profitera. Donc, je mets Shelton en quart de finale, et en face de lui, moi, je fais confiance à Medvedev, à notre Daniel national, parce que l'Open d'Australie lui a toujours souri, on va dire, jusqu'en finale. Bah, il faut quand même se rappeler que bah, il fait encore finale de l'année dernière. Il fait 3 finales dans sa carrière à Melbourne. Et puis, même s'il a connu plusieurs traumatismes en finale, que ce soit en 2024, où il mène 2-7-0, continue avant de perdre, ou en 2022, contre un Nadal, où il mène 2-7-0 et 3 balles de break dans le troisième set avant de perdre. Euh, Quand même, sur les premiers tours, il est quand même très régulier à Melbourne. Donc, moi, je pense que Medvedev a largement de quoi aller jusqu'en quart. Surtout que dans sa partie de tableau, même chose, je vois pas qui peut le gêner. Parce que en petit nom, il y a du Popyrin, il y a du Tiafoe, il y a du Rublev ou du Fonseca, si le Brésilien vraiment perce et pète toutes les attentes.
Mais franchement, dans un format Grand Chelem, sur dur, dans un tournoi où il a toujours été loin et où il est en confiance, pour moi, Medvedev, ça va tout droit en quart, hein. Il y a pas trop de suspense là-dessus pour moi, en tout cas. Donc moi, j'ai Shelton Medvedev. Pour revenir sur le cas Medvedev, moi je lui prédis quand même une petite destinée un peu à la Nadal avec l'Open d'Australie. C'est un peu une histoire de je t'aime moi non plus, comme tu l'as dit, hein, vraiment finaliste malheureux deux fois et puis deux fois bien, bien douloureuse. Je nourris l'espoir qu'il le gagnera un jour. Mais J'espère. je crois que cette année, c'est pas son année. Ouais, bon, j'espère, parce que ça resterait quand même un des petits scandales de notre temps que Medvedev stagne Ouais, à un tournoi du Grand Chelem, hein, quand même. ouais, Bon, après, ça s'explique, hein, bien sûr. mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Mais je crois pas que ça soit son année, là. Je pense Ah pas oui. Après, que... moi, je ne dis pas qu'il va aller au Oui, bout, mais c'est au vrai. moins en quart. Au moins en quart. Hmm. On enchaîne avec la troisième Je vais partie. devoir une bière, hein. S'il passe en quart, franchement, ok. Bon, on met une petite note. Je mets une petite note. Ok. On passe à la troisième partie de tableau qui, pour moi, est la plus relevée avec Djokovic, Alcaraz, Marat, Opelka, Dimitrov, Draper, Kokkinakis pour un peu de joueurs locaux. On a notre Alex Muller titré à Hong Kong aussi dedans. On a du Thompson. On a Lejka que j'ai pas cité encore. Enfin, et l'adversaire au premier tour de Djokovic, le jeune Bassava Reddy, qui est vraiment en pleine bourre et un des joueurs à suivre actuellement chez les moins de 20 ans. Donc vraiment, on est parti de deux tableaux très denses, même si on a quand même Djoko et Alcaraz qui surplombent un peu tout ça de par leur nom et leur prestige. Est-ce que tu es allé sur l'évidence, Djoko Alcaraz, ou est-ce que pour toi, l'un, voire les deux, sautent avant l'écart? Écoute, moi, je suis allée sur l'évidence. Je suis allée sur l'évidence parce que quand bien même Opelka arriverait à enfin arriverait et puis c'est possible hein, au troisième tour, on reste quand même sur un format en 3-7. Faut voir la forme de Djokovic, mais bon, je pense elle est plutôt bonne. Je vois pas Djokovic se faire prendre deux fois par Opelka. Donc moi, je suis allée sur du classique, même si je suis obligée pour expliquer mon quart de finale Djoko Alcaraz, en tout cas pour la partie Djoko. Il y a un troisième tour qui m'a posé un petit problème, et je ne sais pas si tu as eu le même souci. Moi, j'avais prédit un petit Lehečka Dimitrov, Les et du Prof, coup, attends que je ouais, reprends le tableau. troisième Ouais, oui, oui, ok, tour. c'est bon, j'ai. Et après, oui, voilà. Donc, bon, c'est vrai que je vois quand même Djoko s'en sortir, parce que si on parle de Medvedev et l'Open d'Australie, parlons un peu de Djoko et Bien l'Open sûr, d'Australie. évidemment. Donc, voilà, je suis restée sur la logique. Par contre, oui, il y a des troisièmes tours et même des quatrièmes tours que j'aimerais bien regarder dans cette partie de tableau, notamment ce petit Lehečka Dimitrov. J'aimerais bien voir ce que Thomas Matchak va réussir à nous faire si c'est pas trop blessé là Oui, précédemment. Mais bon, je reste classique, mon premier quart, et puis c'est celui que j'ai envie de voir, le Djoko Alcaraz. ouais, bien sûr. On a tous envie de le voir. Ça me saoule que ce soit un quart de finale, que Bien ce soit sûr. dit clairement. Mais bon, voilà, là c'est vrai que c'est celui où je vais pas dormir. Je sais pas quel jour ça doit tomber, mais je me Ouais. prépare. Et Voilà, puis le surtout, Duronzan est bien placé. et puis surtout que si ce match vient à se produire, vous pouvez être sûr à 100% que ça jouera en night, en première rotation pour faire plaisir aux deux et qu'il soit dans les meilleures conditions. Donc pour nous, ça sera sûrement le match qui commence à 9 ou 10 heures du mat, un truc comme ça. Vraiment. De mon côté, je vais te suivre. Je suis aussi allé sur la facilité Djokovic-Alcaraz, que ça me paraît assez facile et évident. Djokovic, bah, son palmarès à l'Open d'Australie n'est plus à refaire, et même si hein, il est plus dans son prime, ça reste Djokovic en Grand Chelem dans son tournoi préféré. Euh, donc, et puis
comme tu l'as dit, s'il retrouve Opelka au troisième tour, je ne vois pas perdre dans ce format-là et perdre deux fois de suite contre le même adversaire à aussi peu de temps d'intervalle. Pour autant, dans mes notes, j'ai quand même mis une astérix pour Djokovic sur le cas Thomas Marach au troisième tour, si ça venait à se produire. Parce que je pense, enfin, surtout avec cette version de Djokovic, je pense pas que Marac est un joueur qui aura peur de lui. Je pense qu'il va lui rentrer dans le lard, il va jouer très physique, très intense, avec des balles vraiment limite à plat, très agressif. Je pense qu'il veut vraiment l'embêter là-dessus. Donc s'il y a un Djokovic-Marac, attention au match piège. Et côté Alcaraz, j'ai aussi mis une petite note sur un possible match contre Draper en huitième. Parce que bah, Draper, on sait que quand ce joueur-là n'est pas blessé, ça arrive vite, ça arrive fort. En plus, patte de gaucher, donc toujours plus dur à jouer, même si c'est Alcaraz et qu'il est pro et qu'il est trop fort et que droitier et gaucher, normalement à ce niveau-là, ça n'a plus trop d'importance, mais quand même, tu sais que tu dois changer ta, ta, ta stratégie de base. Et donc, j'ai quand même mis une petite note potentiellement piège, danger, c'est Alcaraz, je vais peur, mais il peut se passer beaucoup de choses avant. Parce que déjà, Draper pourrait perdre avant contre un Korda, contre un Kokkinakis Chaleur chez lui, ou tout simplement à cause de lui-même si jamais il se reblesse, parce que malheureusement, on sait qu'il est encore fragile. Mais voilà, j'ai mes petites notes, mais je pense que Djokovic-Alcaraz, on y va tout droit jusqu'en quart pour un nouveau classique entre les deux. Si t'as rien à Je ajouter, on reviens passe. juste, Vas-y. ouais, je reviens juste vite fait sur le cas Machak. Je pense qu'effectivement, il va pas, bon, Djokovic va pas forcément se laisser prendre, mais pareil, ça fait partie de ces matchs qu'on va prendre plaisir à regarder, même si on connaît la fin. Enfin, on connaît la fin. Je ne devrais pas dire ça, sinon ça vous donne pas envie de regarder. Mais bon, on se doute bien de comment ça va finir, même si on a pu avoir quelques surprises récemment. Et oui, Draper en forme, je pense que ça peut être compliqué à gérer pour Alcaraz, même si je pense que pour qu'ils arrivent, et en fait, quelque part, je leur souhaite qu'ils aient des matchs compliqués juste avant, Djoko et Alcaraz, parce que du coup, ils vont arriver affûtés en quart. Normalement, j'espère bien qu'ils vont avoir des matchs compliqués un peu avant, que ça ne sera pas que des boulevards, parce qu'on sait aussi que ce sont des joueurs qui montent en gamme à chaque fois, donc ça serait pas mal qu'il y ait des petits 4-7, 5-7 juste avant. C'est ce que je leur souhaite. Je leur souhaite de passer quand même, mais c'est ce que je leur souhaite. Bien sûr. Et ne pas refaire comme à l'US Open, où les deux ont perdu très tôt. Non, oh là là, l'horreur. Mais bon, Ok, donc on passe à la dernière partie de tableau où nous retrouvons des joueurs comme Rune, Menchik, Zverev, Félix Auger-Aliassime récemment titré à Adélaïde, Tommy Paul, Hugo Humbert, Arthur Fils, Arthur Cazot, en français nous avons aussi Quentin Lys, Lucas Pouille et Kyrgios, bien sûr, qui fait son retour en Grand Chelem là, même si on a eu quelques doutes sur un poignet potentiellement blessé, on sait pas trop, on est un peu dans le flou depuis son match perdu contre Pechi Pericard à Brisbane sur la première semaine de tournoi. Mais voilà, c'est aussi un beau petit plateau. Vas-y, pour une fois, je vais commencer. De mon côté, en bas, je vais malheureusement sur Zverev parce que bah franchement, je vois pas qui peut le gêner. Parce que imagine même dans une hypothèse où Kyrgios joue en forme et l'affronte au troisième tour, j'ai du mal à voir Kyrgios battre Zverev, même si je serais de tout cœur avec Kyrgios, mais Zverev, il fait quand même une saison 2024 ultra régulière, constante. Il a beaucoup joué. Il, il a rarement perdu contre moins fort. Et donc là, enfin, je le trouve beaucoup. Enfin, il est beaucoup plus prêt à jouer un gros match que Kyrgios, que ce soit dans le rythme, mentalement et physiquement. Surtout que Kyrgios peut se blesser à tout moment. Et puis si Kyrgios déjà au premier tour contre le jeune Fionless, ça va pas être simple. Et si on rejoue Caso au second, ce sera pas très simple non plus pour lui. Mais bon, du coup, j'ai mis avec Zverev qui passe en quart assez logiquement, qui va battre Hugo Humbert
en huitième pour moi. Et puis, il ira affronter Tommy Paul, qui va se sortir de cette partie de tableau-là, où franchement, à part un Rude ou un Menchik, même si je pense que Menchik va battre Rude au second tour, euh, je pense que Tommy Paul a les capacités pour surclasser un peu toute cette partie de tableau jusqu'en quart. Que ce soit dans dans la régularité, dans l'adaptation tactique, dans le style de jeu, et même juste dans le statut, sur un format en grand chelem. Donc voilà, moi je suis parti sur un Tony Paul Zverev en quart. Vas-y, je te laisse maintenant dire si tu es d'accord avec moi ou pas du tout. Alors, je te rejoins partiellement. C'est vrai que c'est la partie de tableau dans ce ventre mou qui m'a un petit peu le plus... Enfin, le ventre mou, n'exagérons pas. Je suis un petit peu méchante aujourd'hui. Mais qui m'a posé un petit peu de problème. Parce que, voilà, il y a euh, Félix Auger-Aliassime qui est sorti de nulle part il y a quelques jours et qui nous a fait deux, trois matchs convaincants. Donc bon, je me suis dit, bah voilà, s'il y a un deuxième tour, enfin, pardon, un troisième tour, pardon, Auger-Aliassime Rude, qui passe? Mais pareil, avec toi, j'ai eu un grand dilemme sur le Rude Mencic. Je suppose que ça peut être ça, un Rude de Mencic. Casper Ruud peut aussi nous surprendre au premier tour et décider que finalement il a eu trop chaud en Australie et c'est fini. Donc malgré ça, je sais pas. J'ai voulu quand même miser sur lui jusqu'au quatrième tour, mais bon, voilà. Moi, je me suis retrouvée plutôt avec un rude Zverev parce que même si Tommy Paul fait un début de saison très, très convaincant, euh, je me suis demandé si voilà l'enchaînement entre les derniers tournois et son arrivée là en Australie lui poserait pas un petit peu de soucis. Et puis bon, tu sais, voilà, je suis un peu biaisée forcément en étant en Norvège, j'ai mis Ruud Zverev quoi. Voilà, Bien voilà, sûr, bien sûr. c'est la faiblesse de mon tableau ici, l'unique faiblesse de mon tableau. J'avoue, j'ai mis Ruud Zverev. Bon après, voilà, effectivement, Zverev en forme en ce moment et puis Zverev en forme, de toute façon, c'est très compliqué pour tout le monde. Je le vois battre Kyrgios rapidement. Je le vois battre Fils et je le vois battre Ruud. Donc effectivement, on se retrouve après en quart avec un Ruud Zverev, même si Ruud, c'est vraiment mon gros, gros point d'interrogation. J'aurais très bien pu te rejoindre sur un Paul Zverev. Ok. Non, oui, oui. Donc, on est quasi d'accord sur ça. Même si on n'a pas la même finalité, mais bon, on s'accorde à dire que ce soit Paul Rudd ou Menchik, ça peut être l'un des trois. Mais bon, on a dû faire un choix tous les deux. On passe du coup à nos résultats des quarts de finale. Donc toi, tu avais un Sinner contre Dominor, tout là-haut. Qui se qualifie en demi pour toi? Pour moi, sans trop de surprise, et ça me fait mal au cœur pour Alex de Minaur, mais bon, oui, il n'y a pas photo. Je pense que Sinner de Minaur, allez, bon, peut-être que. Non, non. Je Oui, pense qu'il lui prend même pas un 7, tu vois. ouais, bien sûr, J'aimerais, mais non. bien sûr. Mm. Il a cette statistique vraiment terrible qu'on lui avait remis à la figure quand il se retrouve en finale l'an dernier contre Sinner à Rotterdam. Effectivement, c'est vraiment affreux le head-to-head de ces deux hommes pour Alex de Minaur. Et ça, même l'effet d'être à la maison ne jouera pas pour toujours, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc Sinner passe pour moi. Ouais, bah actuellement Sinner mène 9-0 dans le Voilà. head-to-head contre Dominor avec trois victoires notamment en 2024, donc dont une en Coupe Davis. Mais oui, c'est dur. C'est dur, 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 dur. De mon côté, même si j'ai Kachanov en face, le résultat est le même, hein, ça sera Sinner en demi-finale. 3-7. Allez, si Kachanov est dans un grand jour, il peut peut-être lui prendre un 7 max, mais
Mais ouais, Sinner passe en demi-finale sans trop de soucis vu son niveau de jeu actuel. On descend. Donc, toi, tu avais Fritz Tiafoe. Qui se sort de ce choc 100% américain? Alors, ce choc 100% américain, c'est vrai que pour moi, il n'a pas trop de suspense. Je pense que Fritz s'en sort, peut-être en 4-7, mais voilà. Pour moi, je refais un beau parcours pour Taylor Fritz, là, Donc, Fritz, ok, et qui retrouve Sinner qui en retrouve demi-finale. Sinner. Voilà. On se demande qui va gagner. Euh, Attention, hein, non, suspense, non, suspense. Non, suspense. promis, pas trop de De mon suspense. côté, moi j'avais Shelton Medvedev et de mon côté, moi je crois vraiment en Daniel. Donc pour moi, Medvedev va battre Shelton. Shelton qui pour moi, dans les gros matchs, a encore ce côté trop foufou, trop showman, mais non contrôlé. C'est-à-dire pendant 3 jeux, il va être injouable et pour les 5 jeux suivants, il va faire 3 fautes par jeu. Alors que Medvedev est vraiment la définition même de la constance et de s'il faut se mettre de 4 mètres au fond et faire 0 faute, il va le faire. Et je pense que actuellement, Shelton n'a pas encore le jeu ou la mentalité de jeu pour battre un Medvedev en format grand chelem, surtout sur dur à l'Open d'Australie où Medvedev sont vraiment le plus à l'aise. Donc pour moi, c'est un peu les deux opposés. Et à ce jeu-là, pour moi, c'est Medvedev qui gagne. Euh, donc j'ai un Sinner Medvedev. Donc maintenant, on va repasser en bas avec ce choc qu'on a tous les deux, Djokovic d'un côté, Alcaraz de l'autre. Qui as-tu sorti de ce match qui sera certainement, s'il arrive, le match du tournoi? Oui, effectivement, ça sera le match à pas rater. Il m'a posé beaucoup de problèmes, ce Joko Alcaraz, hein. Je te cache pas que vraiment, j'ai eu du mal à voir qui sortirait du chapeau. Et j'ai vraiment l'impression, en fait, aussi que c'est un peu l'injustice de faire les pronos avant. Mais bon, il faut bien se lancer. Euh, J'aimerais vraiment voir ce qui donne sur les premiers tours pour pouvoir mieux me prononcer. Parce que on est sur des fins de saison où voilà, il y avait quand même quelques questions d'un côté comme de l'autre. Euh, mais bon, parce qu'il fallait en choisir un, j'ai mis Alcaraz. Mais vraiment, hum, Mais pas contre cœur, mais difficilement, parce que la non, forme de fin de saison que Joko a proposé m'a posé certaines questions. Voilà, à ce point-là, enfin, ça a vraiment été, Ah ouais. ça a vraiment ouais. été dur Oui, 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 ça a été pour dur. toi de faire un choix. Ah ouais, bah parce que, attends, Joko, avec l'enjeu qu'il y a, il est capable de sortir, d'être complètement, enfin, d'être dans son match, quoi, et d'aller chercher cette victoire-là. Et en même temps, Alcaraz, bon, bah, c'est l'Australie. Il a envie d'aller remporter son premier tournoi du Grand Chelem en Australie, voilà, de faire son Grand Chelem en carrière. Les deux ont des énormes objectifs et c'est pas deux joueurs, enfin, jamais ces deux joueurs nous ont montré que face à des objectifs qui s'étaient fixés en amont, c'est pas des joueurs qui explosent en général. Voilà, là, pour moi, c'était difficile ce choix-là. J'ai mis Alcaraz parce que voilà, je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus frais, mais c'était un grand dilemme pour moi. Ok. Et bah moi je te suis sur le vainqueur avec Carlos Alcaraz, mais pour moi T'as pas hésité? c'est un choix beaucoup plus simple que toi. Pour moi, alors même si Explique-moi ça. parce Explique-moi que comment ce choix n'a pas été compliqué. pour moi euh, comment dire Djokovic, même si on est dans sa deuxième maison, Alcaraz, franchement maintenant je trouve que quand il joue Djoko dans un format Grand Chelem, il gère. Enfin, enfin, on l'a vu au dernier Wimbledon, hein, que ce soit Djoko ou pas en face, il lui met une tôle, hein, il avait rien à dire. Alors, même si ça n'a aucun rapport avec la surface, dans le duel mental, je pense que Alcaraz est là.
et bat Djoko Hmm. maintenant, même si évidemment Djoko a, je pense, son objectif du 25e en tête, mais Alcaraz, il a l'objectif de prendre son, comme tu as très bien dit, de prendre son premier grand chelem en Australie, enfin son premier Open d'Australie, et du coup, ce qui ferait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à faire le grand chelem en carrière. Il me semble qu'il a encore 3 ans, enfin 3 chances pour ça. Donc, voilà, et puis franchement, je pense que Djokovic peut vraiment plus galérer avant ce match-là. Déjà au troisième tour, que ce soit Opelka ou Matchak, je pense que l'un des deux va lui causer beaucoup de problèmes, surtout si c'est Matchak. Huitième, enfin, pour l'embêter, j'espère plus un Leshka qu'un Dimitrov parce que Dimitrov, il a trop perdu contre lui. Il se Oui, oui, bien liquéfie sûr, oui. à chaque fois. Là, il n'y aura pas match. Mais s'il tombe contre Lechka, un Lechka Chaleur qui a gagné le tournoi c'était pas Brisbane, c'est pas Adélaïde, mais l'autre, c'était pas Auckland. Il a gagné où déjà? Mince, j'ai un trou. Lechka, il a gagné le titre à si Brisbane. Brisbane. Ah oui, si Brisbane. Ouais, ça. Oui, oui, oui. Donc, il sort d'une semaine de titre, donc il est vraiment en forme. Surtout que ce soit demi-finale ou finale, il va pas au bout des matchs parce que ses adversaires ont fait forfait. Donc, franchement, je pense que Djokovic, de par son âge, de par les récentes défaites contre Alcaraz, de par son parcours, et de par son physique qui peut nourrir un peu moins son jeu qu'à l'accoutumée, ça, ce qu'il peut faire, ça suffit encore contre 90% du circuit. Sauf que Alcaraz, il est dans les autres 10%, et même dans le top 1% des joueurs qui peuvent le plus le faire chier. Donc, pour moi, Alcaraz, il bat Djoko relativement facile, hein, 3-7 ou 4. Ouh, j'irai. Ouais. Mais j'ai Enfin, trouvé là où on diverge. Parce que tu mais, parlais de l'edge mental, et je ne pense pas qu'Alcaraz a l'edge mental. mais, Je pense vraiment que la finale olympique a quand même remis les deux à niveau. Je dis pas hmm, que qu'Alcaraz n'a pas un bon, de bonnes raisons d'être tranquille mentalement, mais je crois que quand même la finale olympique a laissé ses marques. Alors bien sûr, en fait, comment expliquer ça? C'est-à-dire que oui, effectivement, Alcaraz est venu emmerder Djoko dans son jardin par 2 fois. Et la première fois, je vais jamais dire sur un malentendu, mais bon, il y a quand même, c'était quand même extrêmement serré. Ça s'est joué à 3 points, la première finale de Wimbledon. La deuxième, effectivement, il y a pas eu photo. Djoko s'est pas trop pointé et Alcaraz n'a pas tremblé. Donc effectivement, je vois comment Alcaraz peut avoir un bon edge mental sur Djoko, mais vraiment, cette finale olympique, je crois, les a remis à niveau. Donc, et pour moi, quand même, le mental de Djokovic, c'est ce qui peut, c'est ce qui peut le passer au-dessus. Il va se dire, c'est maintenant ou jamais, le 25e, c'est maintenant ou jamais, et on sait ce que ça peut donner. Donc, alors qu'Alcaraz, comme tu le dis, il a encore 3 chances. Et il a encore des chances d'avoir sa médaille olympique aussi dans 4 ans, dans 3 ans, voilà. 3 ans maintenant, mais voilà. Je crois que c'est pour ça que pour moi, Djoko va être quand même difficile à battre. Je dis pas qu'il va pas, je dis pas qu'il va y arriver, hein, mais je pense pas que ça va être une partie de plaisir. J'espère que ça sera une longue partie bien douloureuse pour les deux, histoire que nous, on en profite un petit peu jusqu'à midi. Voilà. c'est sûr, mais moi, je vois plus une tôle d'Alcaraz, en tout cas, de mon côté. Mais, Je note la deuxième bière potentielle qu'il faut que. Voilà, je sais plus quelle était la première déjà. Ah, si, c'était Medvedev, je crois. Medvedev, qui pour moi était en demi-finale aussi. Et donc, on va finir avec la dernière partie. Toi, tu avais Ruud de Xeref. Est-ce que tu fais passer encore ton norvégien ou ça s'arrête Non, là? non, là, ça va, c'est bon. Là, il faut, il faut savoir, Sauf à toutes la les bonnes Norvège. choses ont une fin. Non, non, là, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, oui, pour moi, c'est Zverev qui passe. Et là, pour le coup, il n'y a pas photo, effectivement.
déjà si Rude arrive à se hisser en quart de finale, ça sera pas mal du tout. Mais bon, contre Zverev n'en fait qu'une bouchée. Pour moi, là, c'est vraiment la Ok, demi, enfin le quart qu'on peut presque zapper, quoi. ok. Pardon. Bah, Pardon, la Norvège. de mon côté, j'ai Xeref Paul. Je pense aussi que Xeref va passer, même si à chaque fois, Paul, il peut vraiment être vraiment ce coupeur de tête, surtout dans les grands chelems ou dans les Masters 1000, mais surtout que Tommy Paul a déjà fait une demi à l'Open d'Australie, il me semble, il y a 2-3 ans. 2022 ou 2023? J'ai 2023 de tête. Je vais aller vérifier ça tout de suite, mais je suis quasiment sûr que c'est 2023, pas quand Grand C'est possible, Chelem, mais c'est 2023. ouais. C'est bien 2023, c'est bon. Ma mémoire est encore là. Euh, mais ouais, Zverev, comme on l'a déjà dit plus tôt, c'est trop constant, c'est trop puissant. En tout cas, dans ses premiers tours en Grand Chelem. Euh, Ça sera peut-être pas la même pour la suite, mais pour le moment, ouais, Xeref passe. Ce qui nous donne pour moi une demi-finale Sinner Medvedev, Alcaraz, Xeref. Et toi, tu as Alcaraz, Xeref aussi, et tu as Sinner contre Fritz. Fritz. Donc voilà, Oui, tout à on a fait. trois demi-finalistes identiques, un qui change. On repart là-haut, donc toi tu as ton Sinner Fritz, est-ce que ça se passe comme d'hab, comme à l'US Open, comme au Master, comme tout le temps, et que Sinner va encore mettre une doudoune à Fritz, ou est-ce que Fritz se révolte à Melbourne? Fritz se révolte à Melbourne, mais bon, toutes les révolutions n'aboutissent pas. Et là encore, bon, je crois que ça sera bien essayé. On saluera la performance. Mais un Sinner qui arrive en demi, pour moi, il va en finale, avec des petits sursauts, des petites hésitations, mais il est trop clinique pour arriver à se faire embarquer par Fritz dans un schéma de jeu qui pourrait lui porter préjudice. Donc, non, non, Sinner passe en 3 ou 4-7, 4-7 si jamais il y a un accident de parcours, quoi. Mais Mais trois. vraiment, ouais, 3, voilà. Je vois mal, enfin, comme je l'avais dit, hein, je le dis et je le répète, Sinner c'est Dexter, il y a un moment où, voilà, c'est fini dans sa tête, c'est fini, et puis il vous plie ça en 3-7 et Mm. voilà. Ouais, bah, alors, même si j'ai pas un Sinner Fritz, c'est vrai que si Sinner Fritz il y a, pour moi, Sinner c'est 3-7 et c'est comme, c'est genre 6-3, 6-3, 6-4 ou un truc comme ça, c'est vraiment une bouchée de pain, quoi. C'est vraiment un match 1h40, 3-7, tranquille. Sinner. Voilà. De mon côté, j'ai Sinner Medvedev. Et malgré tout le bien que j'ai dit de Danil, et même si il l'a battu à Wimbledon récemment, entre guillemets, enfin en tout cas dans leur dernière rencontre, pour moi Sinner va encore battre Medvedev. Il en est à beaucoup beaucoup de victoires ces derniers temps. Je vais reprendre le head to head, mais je pense qu'il doit être au moins à 7 victoires sur les 8 derniers matchs, je pense, un truc comme ça, entre les deux. Voilà, il y a 8-7 pour Sinner et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, Sinner est à 9 victoires sur les 10 derniers matchs contre Medvedev. Dernière victoire de Medvedev à Wimbledon, comme je viens de le rappeler. Donc, mais Sinner est actuellement sur 3 victoires de suite. Putain, il se fait quand même MG 6 fois en 2024. Ça fait 5-1 pour Ah Sinner. ouais, c'est quand même pas mal de Ça points commence à de faire beaucoup. comparaison. Ouais, ouais. Et en plus, ça serait une revanche de la finale de l'année dernière. Et je vois pas comment, enfin, voilà. Et entre l'Open d'Australie 2024 et l'Open d'Australie 2025, on a bien vu que Sinner, c'est même plus une montée, mais c'est une explosion vers le sommet, malgré toutes les affaires de dopage auxquelles il est lié. Alors que Medvedev, il prend plus le chemin inverse, même si en soi, il est encore dans le top 10, mais c'est juste qu'il gagne plus de titres. Il va encore jusqu'en quart, jusqu'en demi, mais, euh, mais il va plus jusqu'au bout où il allait auparavant. Et donc là, pour le coup, je pense qu'on peut avoir un match serré,
peut-être en 4 sets, mais au moins avec deux tie-break, deux longs sets. Mais pour moi, Sinner prend, quoi. Sinner, maintenant, il est en pleine confiance. Il est numéro un mondial et il a prouvé que gérer ce statut n'était pas un problème pour lui. Donc non, pour moi, Sinner va battre Medvedev et retrouver la finale de l'Open d'Australie pour défendre son titre. En Si bas, jamais il y a si jamais il y a une confrontation Sinner-Medvedev, je trouve que c'est tellement le duo qui, on pourrait passer des heures à parler de ce changement de momentum et de dynamique qu'il y a eu entre les deux, entre en 2022, un Medvedev ultra dominant, et puis le changement de dimension que prend Sinner, et la tendance qui s'inverse, mais complètement. Ils ont vraiment explosé à des moments complètement différents, et c'est vrai que c'est fou de se dire que maintenant, Sinner a complètement l'ascendant, alors que, il y a encore quelques années il avait aucune solution face à Medvedev. C'était vraiment sa bête noire. Donc, ça peut être un match intéressant à voir dans ce sens-là, où on voit vraiment le renversement de situation qu'il y a entre ces deux joueurs. bien sûr. Et oui, l'écart se creuse. Hein. Enfin, vraiment, malheureusement pour Dani, l'écart se creuse dans le mauvais sens du terme, quoi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et comme on peut le voir dans leur face à face. En bas, du coup, nous avons tous les deux Alcaraz, Zverev. De mon côté, à contre-cœur, je suis parti sur une victoire d'Alexander Zverev. Tout simplement parce que je pense qu'il aura eu une quinzaine beaucoup plus simple que Alcaraz. Je, et je pense aussi que sur cette surface-là, et même dans leurs récents affrontements, Zverev est un des joueurs qui tient le mieux Carlitos, même si il a perdu en finale de Roland-Garros contre lui, mais je trouve que Zverev arrive à bien tenir contre Alcaraz, sachant que Alcaraz n'a jamais fait grand-chose à l'Open d'Australie. Déjà qu'il arrive jusqu'en demi, ça serait déjà un progrès, une grande chose pour lui. Et du coup, je pense que Xerez peut faire la surprise. Là, je suis sur leur page du head-to-head. Ça fait 6-5 pour Xerez. Et je pense il y a très peu de joueurs qui sont en positif sur Alcaraz, sur le circuit. Et même, je vois, en 2024, ils se sont joués 4 fois. Ça fait 2-2. Zverev l'a battu au Masters et à l'Open d'Australie déjà l'année dernière. Alcaraz l'a battu à Indian Wells et à Roland-Garros sur des surfaces beaucoup plus lentes. Et même, il y a jamais eu une grosse série, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, je mise sur une petite surprise, même si je sais pas si on peut parler de surprise à ce moment-là, mais j'irai sur Zverev en finale qui va confronter Sinner. À ton tour de nous dire qui passe entre Si, Alcaraz si, et Zverev. tu dis, ce serait pas trop une surprise, effectivement. Et, quand on regarde le classement uniquement, c'est pas une surprise. Mais ça serait une surprise parce voilà, c'est pas forcément, on sait que c'est possible. Moi, par contre, je suis pas allée dans ton sens parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, je dirais pas que Zverev m'a toujours déçu. C'est pas comme ça que je veux le formuler. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il a quand même cette chance de peut-être passer le cap, euh, avoir cette victoire qu'on n'attendait pas forcément, enfin qu'on attend de lui depuis toujours et qu'il attend de lui-même, je crois, depuis toujours. Mais à chaque fois, ça passe pas et je ne suis... Et parce qu'on se retrouve dans un scénario où, effectivement, il arrive, il a eu une partie de tableau plutôt gérable, il peut se retrouver plutôt frais contre Alcaraz. Il a sa chance, ben, précisément parce qu'il a sa chance, je pense qu'il va encore nous faire un petit choke. Et voilà, donc ça ne passera pas face à Alcaraz pour moi. Euh, D'habitude, je souhaite toujours aux joueurs qui ont moins de chances de passer parce qu'on veut un peu de suspense. Là, bon, c'est pas le cas. Je serais tout à fait ravie si Alcaraz passe. Et c'est ce que j'ai décidé de me faire plaisir en faisant passer Alcaraz. Parce que je pense pas que Zverev ait la ressource mentale et même la ressource
Mm. Et même la ressource physique, hein, honnêtement, pour poser un problème à Alcaraz. Si Alcaraz se retrouve dans cette, enfin, à ce niveau-là du tableau, je pense qu'il fait. Là, pour moi, c'est là le match où Alcaraz ne fait qu'une bouchée de Ok. quelqu'un. C'est Oula. sur ce match-là. Ah ouais, Ouais, bah ouais. moi, Attends, avant, il s'est pris moi, Joko, voilà. je vois pas ça du tout, hein. Je vois pas ça du tout. Même si, Bon, même si là, je laisse plus ma raison parler que mon cœur, parce que bien sûr, Zverev sur son chemin, j'ai envie qu'il perde limite contre tout le monde. Déjà, enfin, à la limite, à part au deuxième tour, mais déjà au premier tour contre Lucas Pouille, si notre Lucas pourrait faire l'exploit, mais je signe direct. Et puis après, que ce soit Kyrgios, Humbert, Fils, Rude, Menchik, c'est tous des joueurs que je préfère à Alexander Zverev. Mais bon, à un moment, j'ai ma raison qui parle. Et donc, ouais, pour moi, Zverev, il peut poser de gros problèmes à Alcaraz. Donc toi, tu vois une finale Sinner-Alcaraz, si j'ai bien compris. ouais, c'est Donc, pour ça. Moi, je te dis, je suis ouais, restée hyper classique. Cette année, bien enfin, sûr. la sagesse matin. Je reste Bien sage, sûr, classique. mais Voilà. et en même temps, ça serait un classique, parce que ça serait leur premier match en finale de Grand Chelem, ce qui serait assez beau et historique, surtout. Mais moi, je fais encore patienter le truc en retardant enfin, cet acte qui va forcément tomber un jour, quand même. Donc voilà. Mais donc, Eh, forcément, forcément, mais il y a des finales qui ne se sont jamais produites, hein. Et il me semble que la mais finale Federer-Nadal, je crois, à l'US Open, qui ne se produit ouais. jamais, ou un truc comme ça, ouais. Non, Donc, non, je crois que c'est même pire que ça. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que Nadal et Federer ne se sont jamais joués à l'US Open. Je crois oui, que oui. Jamais. je, Oui, crois c'est je pire, crois que ça c'est même serait pas pire. final, c'est genre tout court. Ouais, ouais, Et il me semble que une année, ils ouais, allaient c'est se possible. jouer. Et je crois que c'est Federer qui fait forfait avant. Enfin, Ouais, c'est possible. il y en a un des deux qui se fait forfait. Mais il me semble que Federer et Nadal ne se sont jamais joués à l'US Open. Je peux Trop aller mignon, voir ça. regarde ouais, on check Je vais ça aller pour la semaine vérifier, prochaine. je Ah vais non, ça ne vérifier peut pas ça. attendre. Ça ne Mais peut oui, pas voilà. attendre. Je suis sur head-to-head et en 40 matchs, ils ne se sont jamais joués à l'US Open. Oh Ce qui là paraît là là fou là parce là. qu'ils ils se sont Ouais. joués 40 fois dans les plus grands tournois du monde, sauf à l'US Open. Je pense que si tu es l'organisateur de ce grand chelem, tu dois bien avoir les boules en fin de Ouais, c'est ça. carrière de te dire que putain, C'est tu aurais ça pas mis les deux. l'exhibition qu'on aurait voulu voir. C'est C'est ça ça. l'exhibition qu'il nous fallait. Il fallait pas aller à Riyad. Il fallait faire un truc à New York, genre faire le match qui n'a jamais eu lieu, quoi. C'est ça. Donc, nous arrivons au dernier match de notre quinzaine. De mon côté, j'ai un Sinner Xeref et pour moi, ça a pas de suspense. Sinner éclate de Xeref, tout simplement parce que Xeref a toujours ce problème mental dans les grands moments contre un adversaire vraiment à son niveau, dans les grands tournois, notamment en Grand Chelem. On l'a vu contre Alcaraz encore l'année dernière à Roland-Garros, où globalement il a la main sur le match, il réussit quand même à perdre. Et puis Sinner, c'est vraiment devenu une machine à tout tuer, quoi. Vraiment un Terminator, donc la moindre faille, il exploite, il te sanctionne, il te tue avec. Et puis, ouais, Sinner, pour moi, tout est réuni pour qu'il aille au bout. Que ce soit tableau, confiance, physique, préparation, tout. Parce que, enfin, faut quand même se dire que Zverev et Djokovic et Alcaraz sont dans l'autre partie de tableau par rapport à Sinner. Sinner, dans les grosses têtes, il a Fritz, il a Medvedev, il a un demi-nord, ce qui est quand même beaucoup plus gérable, beaucoup plus jouable que les trois autres cités avant. Et donc, pour moi, Sinner a vraiment tout pour aller tout droit vers une défense de titre réalisée avec succès à Melbourne. Et pour moi, ça fait pas trop l'ombre d'un doute. Est-ce que tu me rejoins ou est-ce que ce Sinner Alcaraz cause un peu plus de doute et te fait dire que Sinner n'ira pas au bout cette année?
Alice. Et oui, du coup, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué que pour toi. Effectivement, si j'avais pronostiqué un Zverev en finale contre Sinner, bon voilà, pareil, pas l'ombre d'un doute. Euh, et maintenant, parce qu'on l'a dit, évidemment, ça va se produire. Zverev va enfin décrocher le Graal qui lui manquait euh, et nous se targuer de je vous l'avais bien dit. Mais bon, comme pour moi, il va pas jusqu'en finale, là aussi, bon, le Sinner Alcaraz m'a posé un mini, un mini problème. Mais j'ai pas le même vainqueur que toi. J'ai mis Alcaraz, Alcaraz. vainqueur de l'Open d'Australie Alcaraz, 2025. il va. Moi, je veux voir un peu de nouveauté. J'aimerais bien, bon, Thomas, PH, pardon d'avance. J'espère que le 25e attendra un petit peu. Voilà, mais je veux un nouveau vainqueur en Australie. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis Alcaraz parce que je pense qu'il lui a les armes pour poser des problèmes à Sinner. Oui, Sinner peut être clinique, mais en finale, ça peut être un petit peu différent. J'aimerais bien que l'histoire s'écrive un petit peu autrement et qu'il y ait une, euh, une belle fin enfin, un beau début d'année plutôt pour Alcaraz. Ok, donc Gessiner, tu vois, Alcaraz, on est resté très classique dans dans nos vainqueurs. Peut-être que on aura une surprise, peut-être que ce sera Fritz qui prendra son premier grand chelem, peut-être, pour son plus grand plaisir. Mais de notre côté, on est resté assez classique. Sans perdre plus de temps, on passe côté féminin où cette fois c'est Arina Sabalenka qui va défendre son double titre parce elle a fait le back-to-back l'année dernière en battant Qi Weizheng en 2024 et Rybakina en 2023. Est-ce que elle va vers son, comment on dit en anglais, vers son three-peat, vers son triplé? En tout cas, je pense qu'on peut dire que c'est la grande favorite à sa propre succession. Même si bien sûr, il y a du monde qui pousse, que ce soit Swiatek, Rybakina, Pegula, Gauff, ou d'autres un peu plus moins attendus, comme, je sais pas, Jabber, Mira Andreeva, une Badoza, une Muchova. Bref, on va tout vous détailler du tableau féminin. En commençant par là-haut, donc même principe, on fait quart par quart. Donc, premier quart de tableau où nous retrouvons évidemment la championne en titre Sabalenka, qui sera accompagnée de Noskova, de Clara Tauson qui a gagné Auckland, de Kudermetova, mais Polina qui fait finale à Brisbane contre Sabalenka après une semaine remarquable. Elle a également Mira Andreeva, Diana Schneider, Vondrousova, qui est sur le retour, Vekic, et la finaliste de l'année dernière, Qi Weizheng. Vas-y, Alice, je te laisse commencer avec cette partie haute féminine, pardon. Qui vois-tu en quart? Et oui, on aurait pu penser que, ouais, c'est vrai que c'est pour Sabalenka, ça serait vraiment l'opportunité de frapper un grand coup, de faire son petit hat-trick là avec le triplé, vraiment, ça serait impressionnant et tout à fait possible. Mais comme j'ai été trop classique sur mon tableau masculin, j'ai décidé de frapper un grand coup là et de faire un petit coup de tonnerre en huitième de finale. Ce qui fait que là-haut, Sabalenka n'est pas dans mon Ah premier ouais, quart de finale. ah ouais. Ah, et j'ai Est-ce décidé boum, voilà, de est-ce que miser c'est le tout pour Mira? le tout. Est-ce que c'est Mira qui fait la belle Oh, surprise? ouais, c'est Mia Andreeva qui fait sauter le truc. Alors, Ok, ok, euh, ok. je m'y prends Comme un peut-être Roland. avec un an d'avance. Je m'y prends peut-être avec un an d'avance, j'avoue. Parce que quand même, il y avait pas mal de... Voilà, bon, il y a quand même une belle marge. Mais bon, je mise sur une Sabalenka. Comme c'est relativement tôt, au quart, je me dis, allez, je mise sur une Andreeva en pleine forme, Sabalenka peut-être un petit peu trop en confiance, un petit peu trop en dedans. Et puis je trouve que Andreeva, elle apprend vite quand même. Donc, Ah sachant bah qu'elle l'a si. affronté il n'y a pas si longtemps que là, que Ouais. ça peut le faire. Ça peut le Bah, faire. Et donc, voilà, c'est mon coup de tonnerre. ok, bah Mira Andreeva a perdu contre Sabalenka il y a 10 jours en demi-finale de Brisbane.
bien sèchement, hein. À Roland-Garros l'année dernière, Andreeva, c'est elle qui avait sorti Sabalenka en quart, avant qu'elle Mhm. perde en demi contre Paulini. Mais elle a déjà battu Sabalenka en Grand Chelem, en tout cas. Et donc, qui va avec Mira en quart, parce qu'elle va pas jouer toute seule. Alors là, je me suis dit, effectivement, on fait les pronos avec Auguste, je vais essayer de lui faire plaisir quand même. J'ai mis Tu me fais notre déjà ancienne... extrêmement plaisir avec Mira, hein, Ouais, déjà. bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je me suis quand même... j'ai essayé de rester classique, une ancienne finaliste. Je me suis dit, bon, c'est bon, on va la jouer safe et j'ai mis T1 J. Ok. Très bien. Et bah, dans mes notes, dans mes quarts de finale, moi, je suis resté beaucoup plus classique que toi en remettant la même finale que l'année dernière, Sabalenka Zeng. J'ai quand même, j'ai quand même noté dans la partie de Sabalenka, attention, Amira, ça peut faire mal. Euh, Même si j'ai toujours du mal à voir Mira battre Sabalenka alors elle a déjà fait, mais parce que pour moi Mira est encore trop jeune, trop frêle, trop faible entre guillemets niveau puissance de frappe. Et pour attraper les ogives de Sabalenka, pour moi, elle n'est pas encore à maturité. Euh, et donc, même si un Sabalenka Mira Andreeva, je supporterais personnellement Mira Andreeva, je pense tout de même que Sabalenka remportera ce match-là. Et donc voilà, et donc Zeng, parce que pour moi, dans la partie de Zeng, franchement, à part une Schneider Schaller ou une Vekic qui sort le grand jeu et le jeu de la coupeuse de tête qu'elle sait si bien faire parfois, je vois pas qui peut arrêter Kim Wen-Zheng dans cette partie de tableau relativement faible pour moi. Et je précise que même si j'ai un quart assez classique là, j'aurai une surprise à un moment dans mon tableau féminin, mais ce n'est pas maintenant. On descend dans la deuxième partie de tableau qui, là, pour le coup, est chargée à bloc. Je crois que c'est une des parties de tableau les plus relevées de ces dernières années en Grand Chelem, parce que nous avons du Gauff, du Fernandez, du Muchova, du Osaka, Caro Garcia, Bencic, Ostapenko, Badoza. Qui d'autre? Nous avons Samsonova et Pegula, Mertens encore une fois. Et j'oublie sûrement d'autres gens, Kenin, qu'on pourrait citer, ancienne vainqueur à Melbourne. Enfin bref, c'est une partie ultra relevée où chaque tour peut être piège, peut être un choc, selon qui tombe contre qui. Et donc voilà. Côté prono, cette fois, je vais commencer. Dans la partie haute, je vais aller avec Carolina Muchova, qui est vraiment une bénédiction pour le tennis, tant son jeu est fascinant, a l'air facile et très beau à avoir joué. Même si pour aller en quart, je pense qu'elle va avoir un parcours du combattant qui va commencer à partir du deuxième tour. Parce que bon, son premier tour contre Podoroska, elle devrait gérer ça très facilement. Mais déjà, le deuxième tour contre la vainqueur de Osaka, Garcia, ça va être chaud. Puis après, au troisième tour, on va sûrement se prendre une Ostapenko, je pense, qui peut être dur. Un huitième contre Gauff, je pense, ouais, contre Gauff. Et pour moi, sur ce choc en huitième, Gauff, Muchova, c'est Muchova qui passe. Mais après une grosse première semaine. Et en bas, je vois plus une Badoza passer, parce que en bas, il y a Badoza, il y a Pegula, il y a Samsonova. Mais je vois bien l'Espagnol passer qui revient extrêmement bien et qui actuellement fait de gros tournois, qui a même très bien fini 2024 en prenant un tournoi, j'ai oublié où, mais qui prend un tournoi, je vais retrouver ça tout de suite, qui prend, ah pas là, elle prend quoi? Elle prend Washington? Elle prend Washington en août dernier. Et donc, franchement, je vois bien Antika Mokrova Badoza. Qu'en est-il de ton côté, Alice? Eh ben, écoute, je te rejoins sur le fait que Paola Badosa a vraiment bien fini sa saison. Et donc, moi, pour moi aussi, elle est, je prends mon par le bas, mais pour moi aussi, elle est en quart de finale. Pour moi, je la vois contre Pegula, qui est assez constante et je vois pas, je vois pas qui pourrait l'empêcher d'aller au moins jusqu'en huitième.
Par contre, voilà, en huitième, j'avais Badosa Pegula. Donc pour moi, là, c'est Pegula qui passe parce que sa constance et puis la confiance qu'elle a engrangée là, cette dernière semaine fait que même si j'aurais bien aimé voir Badosa en quart, je pense pas qu'elle passe l'obstacle Jessica Pegula. Après, pour contre Pegula, donc en quart, même si hein, je te rejoins, j'adore vraiment le jeu de Mourova, je la vois pas passer contre Goff. Pas sur cette surface, pas maintenant. Pour moi, c'est un quart de finale Goff Pegula. Ok, donc là on a vraiment pas le même du tout, du tout, du tout. Non, ça va Mais, s'élever. mais en même temps, vu la partie ultra relevée de ce tableau, c'est pas, Ah bah c'est ouais. c'est pas très étonnant, hein. Et on pourrait même avoir Et c'est pas facile hein, de pronostiquer là bien sûr, bien sûr, bien cette sûr, partie de quart, c'est Fight Club. évidemment, bien sûr. Ça peut être très très chaud. On passe en dessous, où nous avons Rybakina, euh, qui va être dans la partie de tableau de Daniel Collins, de Haddad Maia, de Butler, pourquoi pas, d'une Paulini, évidemment. Une partie relativement faible, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus ouverte. J'aurais pu citer aussi Svitolina et Kudermetova, euh, la grande sœur, contrairement à tout à l'heure, mais c'est sûr que par rapport à la partie qu'on vient de citer, ça paraît tout de suite, enfin, c'est un peu moins claquant. Et de mon côté, je vais pas ménager le suspense pour rien. Moi, je vais aller très classique, Rybakina contre Paulini. Pour moi, Rybakina, même si elle a des problèmes en interne avec son staff, avec son coaching staff, avec son ancien coach qui est sous l'œil de la WTA, qui a ouvert une enquête sur lui pour maltraitance sur joueuse et pour un tas d'affaires pas très jolies. Elle a tellement une autoroute, enfin sans adversité jusqu'en quart que pour moi, elle va quand même y aller. Paulini, même si c'est un poil plus relevé, je pense qu'elle a prouvé de l'année dernière que elle peut faire finale en Grand Chelem, que dans les grands moments, elle est là, elle passait quand même numéro 4 mondial, ce qui n'est pas, enfin, ce qui ne veut pas rien dire. Donc franchement, je pense qu'on va tout droit vers un Rybakina contre Paulini. Je te laisse dire quel est ton quart et est-ce que tu as une surprise ou pas? J'ai pas vraiment de surprise, même s'il y a des matchs qui m'ont posé question. Je me suis demandé si voilà un Boulter Paolini, bon comment ça peut basculer. Je pense qu'effectivement, moi aussi je me retrouve hein, avec Paolini. Par contre, Rybakina, c'est parfois ça peut être un peu le courant alternatif. Et face à une adversaire qui peut aussi, elle aussi, être sur courant alternatif, j'ai pensé à Daniel Collins, qui a quand même fait un beau parcours, je pense que c'est en 2022, j'ai envie de dire non, mais oui, si, oui, 2022, qui connaît quand même bien l'Australie. Je me suis dit que ça pouvait poser quelques problèmes à Rybakina. Et donc moi, j'ai un Collins Paolini. Je la vois Pauline pas... Paulini, ok. Ouais, Ok, voilà, ok. voilà. Je vois Rybakina, malheureusement, s'arrêter avant l'écart. Très bien, très bien. Bah oui, bah, de toute manière, Colline, c'est la seule menace sur la route de Rybakina. Et donc, ce serait pas très... Enfin, s'il y a une joueuse qui doit battre Rybakina, c'est elle. Mais personnellement, j'y crois pas trop, mais bon, ok. Et ensuite, dans la dernière partie de tableau, nous retrouvons du Navarro, du Jabber, du Sakari, du Avanesyan, du Kasatkina, du Azarenka, Raducanu et évidemment Iga Swiatek, numéro 2 mondial, qui a fait une grosse semaine à la United Cup, qui a, qui n'a perdu que contre Coco Gauff en finale. Mais sinon, Iga était vraiment en forme.
en tout cas, enfin, on sent que le jeu pour la Pologne, c'est important pour elle et elle mène cette quête à bon escient, même si on sait que l'Open d'Australie, après en demi-finale en 2022, ça n'a jamais été son tournoi préféré. Elle n'a jamais trop performé là, et donc souvent une petite surprise sur Iga Swiatek. Cette fois, je te laisse la main. Qui as-tu en quart dans cette dernière partie de tableau? Ben, dans cette dernière partie de tableau, j'ai Navarro Swiatek. Ok. Euh, je m'explique. Je Vas-y, vas-y. m'explique brièvement, mais je trouve que Emma Navarro, je trouve qu'elle fait une fin de saison vraiment intéressante. Et sur sa route, ben bon, je pense qu'elle a les armes pour vraiment embêter Jabber qui est en perte de repères, qui a pas tant de repères que ça là en ce début de saison. Donc voilà, elle peut saisir sa chance. Kasatkina, bon, oui, bah là aussi, je pense que Navarro a aussi ses chances pour exactement les mêmes raisons que celles qui peuvent la faire gagner contre Jabber. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve face à Swiatek dans un match qui sera pas forcément une partie de plaisir hein, pour Iga Swiatek se retrouver face à Emma Navarro. Mais voilà, c'est mon quart de bas de tableau. Euh, Ok, ok, Même si dans ce bas de tableau, j'ai fait passer 2 tours à Emma Raducanu, voilà, avant ok. que, boum, Avant que ça s'arrête. avant que ça s'arrête face à bah, Iga Swiatek, forcément. Bon, là, je crois qu'il n'y aura pas trop photo. Très bien. S'il y Euh, a photo, réveillez-moi, c'est un truc que je veux voir quand même. Mais bon. ok. De mon côté, j'ai également évidemment une Garcia Tech qui passe en quart de finale. Tout simplement parce que bah, c'est Iga Swiatek et que de toute manière, elle n'a pas une grosse concurrence. Elle est à la limite, il y a une Azarenka, ancienne vainqueur à Melbourne, qui pourrait la gêner en huitième, mais sinon, il y a pas grand-chose, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec, je sais pas, Sinakova, une Volinette, une Anisimova, voire une Raducanu, même si personnellement, je crois plus trop, en tout cas actuellement sur un court terme. Mais voilà, Fiatek en quart de finale. Et on vient à ma surprise, qui vient tout droit d'Arménie. J'irai sur Avanesyan, pour moi, qui irait jusqu'en Joli, quart de ouais. finale, parce que pour moi, elle a vraiment ce profil type de surprise en Grand Chelem, surtout que les grosses têtes dans sa partie de tableau ne sont pas non plus imprenables que ce soit Kasatkina, Sakari, Jabber ou Navarro. Sakari, en Grand Chelem, c'est très très fébrile. Elle a enchaîné énormément de firsts ces dernières années. Il me semble même que elle est sur 8 firsts sur ces 9 derniers tournois en Grand Chelem. Non, j'ai mis ma termine. En Grand Chelem, elle fait first à l'US Open, troisième tour à Wimbledon, first à Roland, deuxième tour à l'Open d'Australie de l'année dernière. Elle prend trois firsts de suite en 2023, Roland, Wimbledon, US Open, troisième tour à, euh, mince, à l'Open d'Australie 2023. En fait, sa dernière deuxième semaine en Grand Chelem, c'est Open d'Australie 2022 où elle fait huitième. Pour une joueuse qui a longtemps été top 10, c'est très faible. Et donc, battre une Sakkari, ça serait pas très surprenant, surtout que Avanesyan, qui l'avait battu l'année dernière à Melbourne, en 2023, c'était la surprise contre Zhu chinoise. Donc voilà, Jabber, elle revient doucement de sa grosse blessure. Une Navarro qui a fait une grosse saison l'année dernière et encore très inexpérimentée comment dire, dans tenir ce rôle de top 10 et surtout en Grand Chelem. Et donc, même si Avanesyan n'est pas la plus grande joueuse, en tout cas, toutes les grosses têtes qu'il peut y avoir, elle peut les prendre. Surtout que elle aussi progresse beaucoup, beaucoup, même si elle n'est pas encore à tête de série, mais elle est vraiment sur une bonne pente dynamique et vers le haut. Donc franchement, je la vois comme une grosse surprise sur cette Open d'Australie. Je la mets en quart contre Iga Swiatek. On va sans plus attendre passer à nos résultats du quart de finale. Donc de ton côté, tu avais Andreeva
contre Qi Wenzheng. Vas-y, Oui. je te laisse la main. Bon. Qui gagne? C'est le match que aussi, je pense que qui peut être un match sympa à voir. Je pense quand même que là, l'expérience va primer. Et donc, j'ai fait passer Ti Wenjang. Je disais tout à l'heure, bon, voilà, face à l'exploit contre Sabalenka, peut-être que je m'y prends avec un an d'avance. Mais bon, je pense pas que sur la durée, hein, pour toutes les raisons que tu as énoncées tout à l'heure, pour l'instant, je pense que ça peut être un petit peu compliqué euh, d'aller au-delà pour l'instant. Mais c'est vraiment une question de temps. Et vraiment, l'année prochaine, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va pouvoir nous proposer. Mais là, j'ai fait passer l'ancienne finaliste, enfin la finaliste de 2023, Tiwan Zheng. Très bien. De mon côté, dans la revanche de la finale de l'année dernière, même match-up, même résultat, Sabalenka qui passe. Il me semble de toute manière que dans leur historique, Ekin n'a pris que un set dans tout leur match. Parce qu'en soi, et ce qui me paraît assez logique, hein, Sabalenka Zeng, Zeng c'est une Sabalenka avec moins de force. Donc forcément, bah, Sabalenka passe. C'est comme chez les hommes quand on a des Medvedev contre un demi-nord. Un demi-nord, c'est un Medvedev en deux fois moins fort. Donc bah, forcément, c'est Medvedev qui prend les, les plupart des matchs. Mais donc voilà, pour moi, c'est assez peu de suspense. Sabalenka va en demi-finale très logiquement et en battant Zeng assez facilement. Deuxième partie de tableau, tu avais Goff Pegula, deux Oui. Américaines, deux très bonnes amies qui jouent en double très souvent ensemble, qui ont été déjà très bien classées Mhm. ensemble en double. Qui gagne entre ces deux-là pour toi? Et là, moi, j'ai fait passer Coco Gauff contre Pegula. Euh, Parce que je pense qu'elle a de meilleures armes pour passer cette année. Donc, voilà, j'ai fait passer Gauff pour me retrouver avec une demi-finale que j'aimerais bien voir quand même, Django. Donc voilà. Encore une fois, je me suis fait plaisir. Bah, bien sûr, tu as raison, surtout de te faire plaisir, surtout qu'un Goff contre Pegula, j'aurais aussi mis Goff, je pense, qui actuellement a plus cette carrure d'aller loin en Grand Chelem, je pense, à mon humble Mhm. avis. De mon côté, moi j'avais Mourova contre Badoza, un quart totalement différent, Surprise. Ouais. et je fais poursuivre cette quinzaine de fous malades à Mourova qui va battre Badoza, qui du coup dans mon tableau bat, enfin elle bat Podoroska au premier tour, logiquement, elle bat Osaka au deuxième tour, elle bat Ostapenko au troisième, elle bat Gauff en huitième et Badoza en quart. Waouh, cette Pour moi, elle fait semaine. une grosse semaine. Ouais. Ah Mais ouais, là, c'est waouh. voilà. Et en même temps, au bout d'un moment, dans cette partie-là où tous les matchs sont fous, il y a forcément une joueuse qui va faire une grosse quinzaine. Et donc, bah, pour moi, c'est Montrova. Mais Goff s'entend très bien, évidemment. En dessous, j'avais Rybakina contre Paolini et toi, tu avais Collins contre Paolini. Vas-y, je te laisse encore la main. Collins, Paolini, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Alors, je me suis mordu les doigts toute l'année dernière d'avoir souri en voyant Paolini gagner son Masters 1000. Et ben, ça m'apprendra, hein. A mal jugé dès le départ euh, certaines joueuses et elle a vraiment fait une saison fantastique l'année dernière sur plein de surfaces différentes, donc c'était vraiment impressionnant de la voir. Et pourtant, même si elle m'a vraiment beaucoup impressionnée, et c'est une joueuse que j'ai vraiment appris à adorer, cette fois-ci, je ne la fais pas passer contre Collins. Collins gagne dans ce match-up. Et par contre, là, cette fois, ça sera pas à faute de la méjuger, mais tout simplement parce que je vois Collins un peu en forme, là. Je la vois quand même faire un bon quart de finale. C'est encore une fois, c'est un tournoi qui lui a souri avant, donc c'est pour ça que je la fais passer, uniquement pour ça, même si ça pourrait basculer de l'autre côté. Ok, ok, ok. Assez intéressant du coup de voir Collins en demi-finale de Ouais. Grand Chelem. Ok. Je m'attendais pas à ça, Oui, bah, mais je suis pourquoi là pas? pour te surprendre Mais aussi quand même, pourquoi de temps en pas? temps.
Pourquoi pas. De mon côté, j'ai Rybakina contre Paolini. Moi, je fais passer l'italienne. Parce que autant Rybakina, jusqu'en quart, elle a une autoroute. Autant en quart, je pense qu'elle tombe contre un gros poisson. Et surtout que j'ai peur en fait que toutes les affaires internes extrasportives lui prennent trop la tête sur le terrain. Et encore, quand il y a un gros écart de niveau moyen entre toute la première semaine et elle, je pense que ça va quand même passer. Autant là, sur le premier gros obstacle, je pense que ça va flancher direct. Et Paulini, en plus, a déjà battu Rybakina plusieurs fois. Et donc, moi, je mise totalement sur une victoire de Paulini, même si je pense que la surface portant avantage plus de Rybakina. Mais avec toutes ces affaires extrasportives et avec la confiance avec laquelle arrive Paulini, je vais sur l'italienne, en tout cas de mon côté. Enfin, Ça me fait dernier. plaisir. Ça me fait Ouais. plaisir que tu favorises l'italienne. J'espérais que quelqu'un chez Jeu Blanc favoriserait quand même l'italienne. Si moi je la mettais pas, que quelqu'un le ferait. Donc c'est très Et bien. voilà, je suis là. Ensuite, dernière partie de tableau, Navarro Swiatek. Est-ce que Navarro fait la surprise ou Swiatek retrouve une demi-finale 3 ans après sa dernière à l'Open d'Australie? Alors, ça aurait été possible, parce que bon, si on parle d'affaires extra-sportives, voilà. Bon, je fais quand même passer Tech, qui peut se mettre dans un tunnel. Et maintenant, tu comprends pourquoi j'ai mis Collins aussi loin. Là aussi, j'ai aussi envie de revoir un petit match-up Nicolas Collins Swiatek. Swiatek. Non, mais un petit peu de piment, quoi, parce que j'ai pas envie que tout le piment de la semaine repose sur Nick Kyrgios. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu de piment avec un Collins Swiatek en demi-finale. Ok, Swiatek. Swiatek contre Collins. Mhm. Et puis là-haut, tu as Goff Jeng. Gauffing. Ok, intéressant. Moi, vais vous surprendre. Je vais encore pousser plus loin ma surprise Avanesson qui va battre Swiatek. Qui Oh, va. oh, oh. Et Ah bah après, oui, ça bah se oui, bah moque. oui. Bah oui. Ah ouais, ouais, Moi, non, mais ma sur- j'avais prévenu qu'il y allait avoir une grosse surprise. Et donc, sera celle en 2025 qui va se payer Swiatek à l'Open d'Australie. Parce qu'il en faut bien une et que Swiatek là-bas est jamais trop à l'aise. Et moi, je crois vraiment fort en Avanesson. De toute manière, en général, dans les tableaux féminins, faut une joueuse surprise, faut une joueuse frisson. Et pour moi, cette année, c'est Avanesson. Est-ce que je vais me tromper qu'elle va perdre au premier tour? Peut-être. Mais je mise mes chevaux sur elle. Et donc, du coup, qui va s'offrir sa plus grande victoire en carrière contre la numéro 2 mondiale. C'est numéro 1, bien sûr. Et donc, voilà, je vois Van Effian sortir une Liga Asiatique un peu la surprise générale. Euh, J'aime bien le Auguste 2025 avec ses prises de risque là dès l'Open ah d'Australie. bah oui, C'est oui. cool, on va pouvoir lui en parler toute l'année. C'est bien. Chez les hommes, j'étais assez classique. Chez les femmes, il fallait un peu de piment. Et donc, du coup, on se retrouve, nous deux, avec deux demi-finales totalement différentes. Donc, toi, là-haut, tu as Goff Zeng, quand moi, j'ai Sabalenka Muchova, et j'ai Paulina Vanessian, quand tu as Non, tu as Swiatek Colline. Collins. Wow. En Oui. demi-finale, on a quatre jeux totalement différentes. Donc, vas-y, je Ouais. te laisse commencer avec ton Goff Zeng. Bah, c'est la beauté du tableau féminin qu'on puisse avoir autant d'options possibles. Alors, Goff Jeng, j'ai fait passer Coco Gauff. Parce Ok. que, voilà, moi, je trouve vraiment elle est sur un bon début de saison. Et puis, elle est quand même toujours dans la quête de sa confirmation de l'US Open. Ça commence à faire un petit bout de temps maintenant. Celle à qui on prédisait quand même beaucoup de victoires en Grand Chelem, évidemment. Mais bon, l'US Open a un peu tardé. Je vais même pas dire ça parce que c'est pas possible de dire quelque chose comme ça à propos d'une joueuse aussi jeune. Mais voilà, et là, je pense qu'elle arrive à un moment où elle a aussi envie de confirmer cette trajectoire en Grand Chelem. Donc moi, je la vois passer en finale. Est-ce qu'elle va confirmer? Là, le suspense reste entier. Donc ça, c'est pour ma première demi.
Ok. Donc moi j'ai Sabalenka Muchova et même si j'adorerais que Muchova continue sa semaine de folie, à un moment ça craque, à un moment elle en peut plus, à un moment en plus contre Sabalenka à Melbourne c'est compliqué. Donc malheureusement Muchova baisse les armes et contre Sabalenka et Sabalenka se qualifie pour une troisième finale consécutive à l'Open d'Australie et va défendre son titre à l'image de Yannick Sinner que j'avais mis chez les hommes. En bas, vas-y, je te laisse y aller avec ton Colin Fiatek, ton petit thriller Mhm. australien. Ouais, ouais bah, écoute, là, malgré toutes les mous que Daniel Collins pourra faire, Swiatek passe pour moi et elle se retrouve en finale. Enfin, l'Australie lui Oh là là sourit. là là, Fiatek en Cette année. finale, incroyable. Ouais, ouais. Donc j'y crois. Pour elle, cette année, elle En, arrive en finale. Ça y est, en- en elle a soi, compris. en soi, même si elle est numéro 2 mondial, voir Fiatek en finale de l'Open d'Australie, en soi, c'est une vraie C'est surprise. osé, hein? C'est En, osé, en oui, oui, soi, parce c'est que osé. Donc, les du débuts de coup, saison, d'habitude, tu as Go Fiatek au final. ouais, Ok, qui pourrait être une sorte de classique finalement, bien sûr. mais en Australie, c'est assez improbable. Donc, j'ai mêlé la surprise au conventionnel. J'ai essayé je fais des efforts là cette année. Je fais des efforts sur mes pronoms. Ok, ok. Donc, de mon côté, sur ma demi-surprise entre Paulini et Avanesyan, là, ma surprise à un moment s'arrête. Ça aura duré 10 jours et c'est déjà bien. C'est Paulini qui passe et qui met fin à la semaine de folie du bas de Avanesyan, qui de toute façon sera morte de son combat contre Satek de sa première semaine. Donc Yasmine Paolini continue de collectionner les finales en Grand Chelem. Ouais. Il commence 2025 direct avec une finale à Melbourne qu'elle pourra ajouter à son palmarès après Roland-Garros et Wimbledon. Vas-y. Moi, je vais commencer parce que ça va être très Ouais, vas-y, rapide. vas-y. Entre Sabalenka et Paolini, je garde Sabalenka qui va faire le triplé, le three-peat, et qui va encore prendre un troisième Grand Chelem à Melbourne, un quatrième en tout. Et donc voilà, moi je vois Sabalenka. Pour moi, sur le tournoi en entier, tu prends 2024 et tu copies-colles. Donc Sinner chez les hommes, Sabalenka chez les femmes. Je suis pas allé chercher bien loin, même si le Le parcours n'est pas parcours le n'est pas le même même. Ouais. et que ça peut être un peu plus surprenant, un peu plus épicé. Je garde les deux mêmes finalités, Sinner chez les hommes, Sabalenka chez les femmes. Et donc toi, tu as déjà fait une petite surprise quand même chez les hommes en mettant Alcaraz. Mhm. Entre Gauff et Swiatek, ça sera forcément la première fois qu'elle gagnera l'Open d'Australie, même si les deux ont déjà gagné un grand chelem. Est-ce que c'est le deuxième pour Gauff ou le sixième pour Swiatek? Ouais, 4-1. Pour moi, c'est le deuxième pour Coco Gauff. Ok. Ouais, là, j'ai voulu commencer 2025 avec vraiment des surprises, de la nouveauté. J'ai envie d'un petit renouvellement. J'ai pas envie non plus que les résultats prêtent à parler d'affaires extrasportives. Donc, j'ai pris la nouveauté. J'ai pris Coco Gauff et Alcaraz pour 2025. On commence avec un clean slate, même si je suis très très sensible au triplé de Sabalenka. C'est quelque chose que j'aimerais voir, même si je ne l'ai pas mise comme, euh, comme ma vainqueur chez les femmes. J'avoue que c'est une victoire qui me ferait vraiment plaisir, parce que ce serait incroyable quand même de gagner 3 fois d'affilée le premier grand chelem de l'année. Ce serait Ouais, une performance ouais. à sa Et mesure aussi, parce que je pense franchement, qu'elle le mérite vraiment. Mais ça serait fou, ça serait vraiment fou. ouais, parce que surtout, alors là, j'ai pas du tout la stat en tête, mais qui- quelle, quelle est la dernière femme à avoir gagné trois fois le même grand chelem à la suite? Euh, Ouais, euh, alors déjà, je ne sais pas du tout. Là, je suis en train de voir si déjà Serena l'a fait. Ça me surprendrait pas. Mais alors attends, ouais, non, le même, donc c'est en ligne. Ouais, ça serait Serena ça serait Serena qui prend l'US Open 2012, 13 et 14.
Ouais, c'est Euh, ça, mais je ne sais pas si depuis quelqu'un d'autre l'a fait, mais en soi, entre 2014 et maintenant, il y a eu une telle diversité dans les vainqueurs, avec tellement de joueuses qui en ont je pris qu'un, crois. Oui, on que ce soit des Ostapenko, Mm. des Raducanu, ou des, je sais pas, ou des Krejcikova, même si maintenant elle en a deux, ou des Vondrousova plutôt, qui en a une, ou des Stephens, qui en a un. Oh là Euh, là, je crois que c'est Martina Hingis mais c'est avant ça. qui a réussi. Oui, mais qui a réussi à faire ça 3 fois de suite à l'Open d'Australie. Ouais, donc ça vraiment, Donc, donc là franchement, si elle le fait, elle est déjà en soi dans l'histoire du jeu, vu qu'elle est numéro un mondial, vainqueur en Grand Chelem, mais là elle rentrera avec un record vachement rare dans l'histoire du tennis ouais, ouais, du tennis tout court, parce que chez les hommes, c'est pas non plus fréquent, enfin, à part Nadal à Roland-Garros, enfin, oui. à part les trois malades à Wimbledon, Open d'Australie et Roland-Garros, c'est pas si fréquent que ça. Mais encore moins chez les femmes. Donc, ça serait vraiment très très fort si elle arrive à prendre ce troisième Open d'Australie de suite. Mais bon, ça, on verra. On aura la réponse dans 2 semaines précisément, le 25 janvier, en finale, si elle y est. Voilà. Donc, si tu n'as plus rien à rajouter, même si je pense qu'on a fait un grand tour de la question Oui, des pronos, on va se quitter là-dessus. Je pense on a parlé plus d'une heure, 1 heure et demie même, oui. peut-être. On Donc, a vous fait un avez grand tour. Mais beaucoup c'est à la manger. rentrée et il y a Voilà. plein de choses à Pour, dire. Donc pour voilà. ce premier podcast de 2025, on vous gâte. Vous avez beaucoup d'infos, d'expertise, je pense, à écouter. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un premier bilan de ce grand Ouais. chelem et dans 2 semaines pour faire un point et voir si nos pronos se réalisent ou si on a totalement faux. Euh, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis Voilà. bonne Open d'Australie à tout le monde. Profitez bien de ce Happy Slam. Et on se retrouve bientôt. Salut tout le monde.